Bienvenue à tous encore une fois. Je vous propose d'attaquer dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes chaud parce qu'effectivement, c'est des choses évidemment qu'on aimerait plus appréhender et de savoir quel effet ça fait. Et évidemment, on passera encore en revue le train arrière et d'autres détails par la suite dans les nouveaux tutos. J'essaye d'être le plus disponible possible pour rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, donc, la chasse, le kingpin et l'épure d'Ackerman, ou l'épure de Janto à la française, pour les anciens qui est ici parmi nous ce soir. Donc voilà, je vous propose d'attaquer avec la chasse. Donc c'est assez valable pour n'importe quelle voiture, n'importe quelle catégorie, encore une fois. La chasse, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'angle que va avoir la roue vis-à-vis du châssis par rapport à une verticale. Donc, si je prends ma voiture, par exemple, comme ça. Donc la chasse, tout naturellement, c'est l'angle que vous allez avoir par rapport à la verticale. Donc ma main n'est pas tout à fait verticale, mais si vous prenez la verticale comme ça, en fait, l'angle, c'est l'angle que va prendre la roue, comme ceci, quand vous allez tourner. Alors, je vais essayer de vous mettre une roue, ça sera peut-être plus parlant, effectivement. Vous voyez, on est en live, c'est super bien préparé, les tutos de Renault. Je vous mets une roue, donc voici, hop, tout naturellement, donc la verticale, l'angle que va prendre la roue en fait quand on va tourner par exemple, voilà. Donc la chasse, ça se règle principalement grâce à l'étrier qui soutient la fusée. Donc en général vous avez différentes options, par exemple le MP10E est livré avec des étriers de 17,5 degrés d'origine avec des petits inserts qui permettent de changer l'angle. Donc à chaque fois, évidemment, quand on va rehausser l'avant de la fusée, on va augmenter l'angle de chasse. Quand on va baisser l'avant, on va diminuer l'angle de chasse. Vous avez aussi certaines voitures, comme le Mugen par exemple, où vous avez la possibilité de gérer l'angle de chasse par le triangle supérieur. Donc de la même façon, plus vous allez reculer le triangle supérieur, plus vous allez ajouter de l'angle de chasse. Plus vous allez avancer le triangle supérieur, plus vous allez enlever de l'angle de chasse. Alors encore une fois, ça va de pair avec l'angle qui est sous le châssis, qui lui vous donne déjà un certain angle, qui vient évidemment se rajouter à l'angle de l'étrier. Donc comme je vous l'ai dit, sur un Kyosho MP10E aujourd'hui, 17,5 de chasse. En général, vous avez d'autres options comme des étriers qui permettent de jouer en fait sur cet angle de chasse. N'importe quelle voiture que vous utilisez, vous pouvez évidemment ajuster cet angle de chasse. Donc quelle est l'incidence de la chasse? En fait, tout simplement, plus vous allez ajouter de la chasse, plus vous allez ajouter de l'angle à la roue par rapport à la verticale, plus la voiture va avoir tendance à être facile à piloter parce que le train avant va être plus mou. Quand j'entends plus mou, c'est-à-dire moins réactif, moins nerveux. La voiture aura tendance à être donc moins directive en entrée de virage. C'est-à-dire que si par exemple vous arrivez dans un virage, vous êtes sur une décélération, un freinage, vous commencez à tourner, plus vous allez avoir de la chasse, plus la voiture va être douce dans cette réactivité. Et à l'inverse, évidemment, plus vous allez diminuer l'angle de chasse et plus la voiture va être nerveuse. Donc typiquement, si vous avez envie d'avoir une voiture qui soit facile à piloter, on va plutôt rajouter de la chasse, faire en sorte donc de reculer les triangles supérieurs ou ajouter de l'angle à l'étrier, de manière à permettre d'enlever de la directivité, d'enlever de la réactivité, de la nervosité au train avant. Inversement, comme j'ai dit, si vous avez envie d'avoir une voiture plus réactive, plus nerveuse, une piste qui est petite par exemple, ou avec un besoin en directivité assez important, je pense par exemple à des pistes indoor, ou des pistes où vous n'avez pas beaucoup de grip, la piste est très glissante, on va avoir tendance à diminuer l'angle de chasse. Personnellement, moi je trouve le confort, ma zone de confort avec les étriers de 16 degrés sur mon MP10. Et je peux, grâce aux petits inserts qui sont à l'intérieur de l'étrier, varier de 1 degré, donc passer de 15 degrés à 17 degrés en fonction des pistes. Donc typiquement, si vous avez une piste avec beaucoup de grip, par exemple, beaucoup d'adhérence, on va enlever de la directivité, calmer ce train avant, faire en sorte que la voiture soit plus facile, et donc on va rajouter de la chasse. C'est exactement la même chose comme je disais sur un petit peu toutes les voitures. Ici j'ai mon RB7, donc un dixième. En général l'angle de chasse se gère par la petite cale qui est sous le châssis, la cale qui soutient les triangles. De la même façon, plus vous enlevez de la chasse, donc plus vous diminuez le degré
la valeur du degré, plus la voiture va être incisive, plus la voiture va être nerveuse. Donc, point positif aussi de la chasse, d'en avoir un petit peu plus. Au freinage, la voiture a tendance à moins planter. Donc en général, si par exemple vous roulez sur une piste trouée, on va vouloir évidemment une voiture qui soit plus facile. Et on va aussi éviter de rentrer moins dans les trous. Le fait d'ajouter de la chasse au freinage, la voiture va moins s'écraser, moins rentrer dans les trous. Et donc vous allez avoir le sentiment d'une voiture qui amortit mieux aussi en ayant plus de chasse. Au niveau de la chasse, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, évidemment, on peut y répondre à ce moment-là. Puis sinon, on va passer à l'angle de Kingpin qui est un peu lié en fait, qui se joue au niveau de la fusée. Fortou Jérém nous demande si tu augmentes la chasse sur un K2, ça te permet de mieux faire tenir le train arrière. Oui, alors comme je disais, évidemment, la relation train avant, train arrière, elle est toujours très délicate à avoir, principalement sur un buggy 4-2 évidemment, parce que on peut détériorer le train avant ou détériorer le train arrière naturellement en améliorant l'autre. C'est-à-dire que les deux fonctionnent évidemment ensemble, train avant, train arrière, et sur un buggy 4-2, c'est particulièrement vrai parce qu'on cherche à avoir le maximum de stabilité sur le train arrière. Alors, c'est très vrai sur la Terre, par exemple, peut-être un petit peu moins vrai sur l'Astro ou la Moquette, mais on essaye d'avoir la voiture la plus stable possible, la plus facile à piloter. Et évidemment, sur un buggy 4-2, plus on va avoir de la directivité, plus le train arrière va être difficile à tenir, parce que dès que vous allez toucher le volant, le train arrière, il va un peu serpenter et ça va être très difficile à piloter. Du coup, plus de chasse en général augmente la facilité de pilotage et donc évidemment sur un buggy 4-2 c'est ce qu'on va rechercher. Alors c'est toujours encore une fois l'équilibre à trouver entre la directivité que vous voulez avoir, la nervosité de la voiture et puis la facilité de pilotage. Plus vous voulez une voiture facile à piloter jusqu'à une certaine limite évidemment, plus vous allez mettre de la chasse, plus vous avez envie d'avoir une voiture incisive, plus vous allez tendance à enlever de la chasse. Dernière chose au niveau de la chasse, la chasse fonctionne aussi en fonction de la vitesse à laquelle vous allez aborder la courbe et du gaz que vous allez mettre. Donc en général, si c'est plutôt une piste rapide, on va plutôt mettre de la chasse. Si c'est plutôt une piste lente, on va plutôt enlever de la chasse. La chasse, comme je vous l'ai dit, enlève de la directivité, mais ça enlève surtout de la nervosité. Ça enlève pas forcément de la direction en soi, ça enlève de la nervosité. Donc si vous avez une piste rapide, on va quand même garder de la chasse, même si le grip n'est pas important par exemple, et que vous avez besoin de directivité, mais besoin de directivité en courbe, en accélération. La chasse va avoir tendance à vous en donner un petit peu quand même à l'intérieur du virage. Quand vous êtes braqué à fond, que vous accélérez, et que vous êtes dans une grande courbe rapide, la chasse peut avoir encore cet effet-là. Voilà, j'ai pas d'autres questions du coup. Vous êtes nombreux à commenter. La chasse, c'est les inserts dans les fusées. Alors, non. Laurent, on peut changer la chasse avec le bloc de carrossage. On peut changer évidemment, comme sur le MP10, la chasse avec l'étrier. C'est vrai que c'est quelque chose qui est propre au Kyosho pour le coup. Je sais qu'il y a d'autres marques comme Losi par exemple. Vous êtes obligé de changer forcément l'étrier de direction pour ajuster l'angle de chasse. C'est vrai que ce soit en 1/10 ou en 1/8, chez Kyosho, vous avez des petits inserts à l'intérieur de l'étrier qui vous permettent d'avoir ce réglage-là encore en gardant le même étrier sans avoir forcément acheté une option supplémentaire. C'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires aussi à ce sujet-là au niveau du MP10 en me disant on est obligé de racheter 400 ou 500 € d'options pour avoir une voiture performante. Premier exemple, évidemment non. Vous avez d'autres voitures où c'est le cas. Le MP10, typiquement, vous avez envie de changer de la chasse, vous changez juste un insert qui est livré dans le kit. Vous avez juste à le permuter d'un angle à l'autre et vous avez le changement de la chasse automatiquement. Alors, au niveau des commentaires, c'est tout. Je vous propose de passer au Kingpin. Donc, comme je disais, c'est vraiment lié étroitement à la chasse parce que ça se joue vraiment sur la fusée. En général, donc le Kingpin, c'est la différence d'angle entre le point haut et le point bas de la fusée. Donc, c'est plutôt la fusée qui a cette particularité-là. En fait, l'étrier, lui, joue en fait sur l'angle de la roue par rapport à une verticale. Donc, comme je disais, comme ça, vous faites varier l'angle de la roue comme ceci. Le Kingpin joue dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous avez une fusée avec 0 degré de Kingpin. En fait, la fusée,
le point haut et le point bas sont parfaitement alignés. Donc là, vous avez 0 angle de kingpin. Et en fait, le kingpin, c'est l'angle que la fusée va prendre par rapport à la verticale, mais dans ce sens-là. C'est-à-dire vers l'intérieur de la voiture. La chasse vers l'arrière de la voiture, le kingpin vers l'intérieur de la voiture. Donc en fait, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui chez Kyosho, on est sur 0 angle de kingpin. Sur un Mugen, par exemple, je sais que JQ a sorti aussi des options. Vous avez en fait cet angle-là, cette possibilité de changer l'angle de la fusée vers l'intérieur de la voiture. Donc le point haut de la fusée est décalé à l'intérieur. Cette possibilité-là, elle a un petit peu l'effet de la chasse. C'est-à-dire que, en fait, quand vous allez braquer, le fait que la fusée le point haut soit rentré vers l'intérieur, ben en fait, naturellement, quand vous allez aller dans l'angle de braquage, ça va vous rajouter de la chasse. Typiquement, la voiture va avoir le même effet que la chasse, mais il ne sera pas vraiment identique que vous soyez au début de la directivité, donc vraiment à 0, ou dans la courbe, c'est-à-dire dans le braquage. Typiquement, moi, de ce que j'ai essayé vraiment de ma propre expérience, ça a vraiment le même effet que la chasse. Rajouter de l'angle de kingpin, alors en général c'est des valeurs qui sont beaucoup plus faibles que la chasse, hein, on parle de 1 à 5 degrés en général, ça a plutôt tendance à calmer la voiture, calmer le train avant et enlever de la directivité, enlever de l'efficacité du train avant. Donc voilà, on le voit souvent sur des fiches de réglage, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est pas quelque chose qui est naturellement utilisé comme setup, mais il faut le prendre en compte, sachant que des voitures en général avec le train avant sur rotule ont déjà un fort angle de kingpin qui est donc lié à la chasse. En général, ces voitures ont beaucoup de chasse, beaucoup de kingpin, ce qui permet d'avoir un train avant moins réactif, moins nerveux, donc moins de directivité, plus facile, mais du coup, évidemment, moins efficace. Vincent nous demande relation entre chasse et anti-plongée. Alors, pour le coup, c'est pas vraiment la même chose. L'anti-plongée, on a déjà fait un tuto là-dessus, anti-plongée, anti-cabrage. Pour le coup, l'anti-plongée, elle est réglée ici. Alors, évidemment, à chaque fois que vous allez changer l'anti-plongée par la cale inférieure arrière de votre voiture, vous allez changer intrinsèquement l'angle de chasse. Parce que vous allez rehausser, par exemple, l'angle du triangle. Typiquement, vous rehaussez aussi plus ou moins l'arrière de la roue. Donc, vous enlevez de la chasse. Mais ça va avoir un effet différent parce qu'au moment où vous changez cette anti-plongée, vous changez surtout l'angle du triangle. Donc l'angle du point de roulis, du centre de roulis du train avant, et pas juste la valeur à la roue de son angle de chasse. Donc c'est deux choses qui, en général, travaillent ensemble parce que quand vous allez, comme je vous l'ai dit, ajouter ou enlever de l'anti-plongée, vous allez changer l'angle de chasse. Mais c'est vraiment deux choses qui travaillent vraiment différemment. Enfin, qui travaillent différemment et pas forcément ensemble. Il faut à la limite y penser quand vous changez l'angle d'anti-cabrage à réévaluer, rechanger l'angle de chasse en fonction. Ça peut vous permettre, par contre, si vous avez une voiture qui n'a pas ce réglage-là, pas cette possibilité-là, vous n'avez pas forcément envie de changer l'étrier, par exemple, vous pouvez tricher en changeant l'angle d'anti-plongée et ça va vous changer intrinsèquement l'angle de chasse. Voilà. On a peu de voitures avec étrier où le kingpin est réglable. Non, en général, comme je disais, le kingpin n'est pas forcément réglable. Alors, le kingpin est réglable sans que vous le sachiez sur une voiture avec train avant à rotule, parce qu'à chaque fois que vous allez ajouter du carrossage, typiquement, vous allez rajouter du kingpin. Évidemment, si vous avez un train avant à rotule, vous imaginez bien que à chaque fois que vous allez remettre du carrossage, en fait, vous allez rentrer l'angle d'une kingpin dans la voiture, et puis donc vous allez vraiment changer l'angle à ce moment-là. Ce qui n'est pas forcément vrai quand vous ajustez les voitures, le carrossage sur une voiture avec un train avant à étrier par exemple. Alors évidemment, quand vous mettez du carrossage, ça a un peu cet effet-là de kingpin. Donc en piste, en pratique, vous aurez un peu le même feeling. Mais cet angle de kingpin est vraiment géré par la position du point de pivot de la fusée par rapport au cardan aussi. Donc pour le coup, ce sera vraiment deux choses différentes. Donc encore une fois, vraiment le kingpin c'est plutôt pointu, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de le régler. Maintenant, au niveau de l'Ackerman, donc l'épure d'Ackerman, en général, elle se règle avec la traverse de direction, donc que vous voyez ici, donc qui relie les biellettes de direction à l'intérieur de la voiture. Donc en général, comme vous voyez ici, on a 4 positions. On va soit
avancer ou reculer la biellette, que je sois du bon côté, vous voyez, la biellette de direction. Ici, on va pouvoir l'avancer ou la reculer en fonction. Et vous avez aussi certaines voitures où on peut changer le bras de la fusée pour avoir aussi la possibilité de changer cet angle d'Ackermann. En fait, l'Ackermann, c'est la différence d'angle que vous allez avoir dans le virage entre la roue intérieure et la roue extérieure. Alors, je m'entends, c'est-à-dire que en pratique, quand vous allez tourner dans un virage, c'est assez simple à comprendre, n'importe quelle voiture, vous tournez les roues. En pratique, les roues sont jamais parallèles. Si vous regardez votre voiture aujourd'hui, vous avez toujours la roue intérieure qui braque plus que la roue extérieure. Et en fait, c'est cette différence-là qu'on va appeler l'épure d'Ackermann. Alors après, en théorie, c'est aussi étroitement lié à des angles qui sont liés au train arrière. Donc en général, cette épure d'Ackermann est plutôt faite pour chaque voiture indépendamment parce qu'elle est tracée par rapport à l'axe des roues arrière. Donc en fait, il faut surtout prendre en compte que, comme je l'ai dit pour la chasse, ces valeurs-là sont aussi vraiment dessinées, matérialisées pour la voiture en question, pour le train arrière en question. Et à chaque fois que vous allez faire un changement sur le train avant, bah, naturellement, vous allez soit donner aussi de la stabilité au train arrière, soit en enlever, parce que ces choses-là ont été faites en corrélation, les deux en même temps. Typiquement, au niveau de l'Ackermann, plus vous allez avancer la biellette sur la traverse, plus vous allez avoir une voiture incisive, nerveuse, plus vous allez reculer la biellette sur la traverse Ackermann, plus vous allez avoir une voiture douce en entrée de virage. Alors encore une fois, c'est des choses qui ont a priori le même effet que la chasse. Par contre là, il n'y a absolument aucune notion de vitesse. C'est-à-dire que peu importe si la piste est rapide, si la piste est lente, si vous êtes braqué beaucoup, pas beaucoup, c'est vraiment lié à la différence de rayon de braquage des roues. Et du coup, que vous soyez sur une piste rapide ou une piste lente, ça c'est vraiment vrai tout le temps. Plus vous allez avancer la biellette de direction, donc avancer vers le pare-choc, hein, j'entends, plus vous allez avoir de la direction, de la directivité, une voiture qui est nerveuse, réactive, et du coup peut-être un train arrière plus difficile à piloter. Plus vous allez reculer la biellette de direction vers l'intérieur de la voiture, vers le train arrière, plus vous allez avoir une voiture douce et plus aussi naturellement un train arrière stable. Alors encore une fois, cette différence va s'effectuer en entrée de virage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez toucher le volant, ce paramètre-là va influencer directement sur le comportement de la voiture, mais aussi à l'intérieur du virage. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, si vous avancez, alors après, ça dépend aussi des géométries des voitures, mais si vous avancez la biellette de direction, vous allez naturellement diminuer, je ne vous dis pas de bêtises, vous allez naturellement augmenter la différence de rayon de braquage entre les roues, ce qui va permettre de faire travailler le différentiel différemment. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'effet d'Ackermann va faire en sorte que la voiture va avoir différents angles de braquage de la roue intérieure et de la roue extérieure. Vous comprenez bien que si on augmente cette différence de rayon de la roue intérieure vis-à-vis de la roue extérieure, on va faire travailler le différentiel entre les deux différemment. Alors, en général, les butées de direction sont toujours faites par la roue intérieure. Donc, quand vous faites vos débattements avec la radio, le servo à l'EPA, vous faites votre rayon de braquage, votre EPA, avec la roue intérieure. Donc, ce qui va changer à chaque fois, quand vous changez votre Ackermann, c'est l'angle de la roue extérieure. Faites bien attention, évidemment, si vous changez cette valeur d'Ackermann, à bien re-régler votre radio parce que elle peut avoir une incidence à chaque fois que vous allez changer ces positions de biellette là. Vérifiez aussi l'ouverture, évidemment, du train avant parce que à chaque fois vous allez changer cette valeur d'ouverture, cette valeur de prise d'angle de la roue extérieure. Donc, en fait, en augmentant cette différence, vous allez naturellement toujours aller en butée de la roue intérieure et diminuer ou augmenter l'angle de braquage de la roue extérieure de votre voiture. Alors, en entrée de virage, c'est la roue intérieure qui va vous faire, le braquage. Donc, typiquement, en entrée de virage, c'est peut-être pas là où vous allez sentir le plus de différence. Par contre, à l'intérieur du virage, c'est la roue extérieure qui, elle, fait le plus grand rayon,
qui va vous gérer la directivité de la voiture à ce moment-là. Typiquement, si vous augmentez la différence, donc vous allez diminuer l'angle de braquage de la roue extérieure, bah votre voiture elle va avoir moins de directivité puisque la roue extérieure va faire plus de chemin. Elle va tendance à être plus droite par rapport à la piste, plus droite par rapport au virage. Donc en avançant le point sur la traverse Ackermann, vous allez avoir plus de nervosité. Par contre, à l'intérieur du virage, bah, du fait de cette roue-là qui va faire plus de chemin, bah, vous pouvez avoir le sentiment d'avoir un train avant qui est moins réactif à l'intérieur du virage. C'est vrai, particulièrement si vous avez un différentiel mou. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un différentiel dur, c'est-à-dire que si vous avez un différentiel dur, en fait, la voiture, elle va suivre naturellement la roue extérieure plus que la roue intérieure. Si vous avez un différentiel mou, la voiture va amortir, quoi qu'il arrive, ce différentiel va amortir cette différence de rayon, et quoi qu'il arrive, la voiture va quand même faire sa courbe. Donc, c'est encore une fois étroitement lié à l'ensemble des réglages de la voiture. On ne peut pas dire, bah, si vous avancez l'Ackermann, vous allez avoir plus de directivité. C'est les grandes lignes. Ça va dépendre évidemment de votre réglage de différentiel aussi. Ce que j'aime faire particulièrement moi, c'est aussi volontairement augmenter cette différence d'angle pour faire en sorte de faire travailler le différentiel, et travailler le différentiel va lui naturellement faire travailler la roue intérieure et me donner de la directivité. Donc, en grande ligne, l'Ackermann, vous avancez la biellette dans la voiture, vous avancez la biellette vers le pare-choc, vous donnez de la directivité, vous reculez la biellette vers le train arrière, vous calmez la directivité, vous calmez la voiture. Voilà, pour les grandes lignes au niveau de l'Ackermann. Alors, c'est encore une fois très beau, très plein de théories, mais ça ne vaut pas évidemment aller en piste, vous faire votre propre expérience avec votre propre voiture. Toutes les voitures sont un petit peu différentes. Je sais que par exemple un Losi 8 ancienne génération n'a pas cette possibilité-là au niveau de la traverse de direction. C'est deux traverses différentes, une longue, une courte. La courte va avoir tendance à avoir le même effet qu'avancer la biellette sur la voiture, donc avoir tendance à avoir une voiture plus réactive, plus nerveuse. La traverse longue aura tendance à une voiture plus facile, plus confortable. Mais encore une fois, ça dépend évidemment de la position de la biellette sur la fusée, et pour le coup, chaque voiture est vraiment différente. Donc moi, par exemple, sur le MP10, la position recommandée sur la fiche de réglage, c'est ce que je vous recommande, c'est-à-dire que c'est la position qui est pour l'ensemble des pilotes la plus facile à piloter au niveau du trou numéro 3. Mais si vous avez envie d'avoir plus de directivité, une voiture avec plus de mordant, plus de direction, bah vous avancez tout simplement cette biellette de direction. Alors, j'ai posté naturellement énormément de setup. J'ai posté mon setup de base sur notre page évidemment RSRC et aussi sur ma page Facebook. Si par hasard vous l'avez essayé dans son entier, encore une fois, c'est ce que je conseille. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste un petit bout et puis on voit ce que ça fait. Un setup pour moi travaille vraiment, comme je l'ai dit, en adéquation train avant, train arrière. Donc on va plutôt tendance à avoir cette synergie entre le train avant et le train arrière. Si vous avez essayé mon setup avec cette position d'Ackermann, la voiture est plutôt agressive. Elle a plutôt avoir un comportement avec un train avant assez nerveux, assez réactif, et un train arrière très joueur pour avoir de la liberté de mouvement, de la liberté de rotation dans les 180. Donc si jamais vous avez un MP10 ou MP10e très prochainement, je vous conseille de partir sur le réglage de base que j'ai fourni et de remettre l'Ackermann en position d'origine, donc au niveau 3, et 3 degrés de pince à l'arrière. Voilà, ça vraiment pour les kyoshoïstes qui me regardaient ce soir, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire, parce que la voiture elle est peut-être un petit peu nerveuse avec le setup de base que j'ai fourni, ce qui peut convenir très bien si vous voulez une voiture incisive, nerveuse, mais qui peut être un peu joueuse. Donc on va encore une fois, comme je vous l'ai dit, travailler train avant, train arrière en même temps. Mon setup de base avec Ackermann reculé, du coup on enlève un peu de direction, rajoute de la pince à l'arrière, bah voilà, naturellement vous avez une voiture qui va être beaucoup plus stable, moins de direction, plus de pince, on calme le train arrière, on donne de la stabilité, on donne de la facilité. Voilà, c'est à peu près tout pour ces 3 sujets sur le train avant.
N'hésitez pas encore une fois à poser toutes vos questions. Je suis là encore un petit moment si jamais vous avez des questions sur chasse, kingpin, Ackerman. Évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, la vidéo sera en ligne sur notre chaîne YouTube RSRC. N'hésitez pas à vous abonner. On a pas mal de tests produits, des vidéos, des choses comme ça qui ne sont pas forcément ailleurs. On a du contenu vraiment spécifique sur notre chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et évidemment poser toutes vos questions en temps réel. Sébastien Mouton nous demandait tous ces réglages concernant que l'entrée de virage, il permet d'éviter les coups de raquette dans le train arrière à l'accélération en sortie de virage. Alors là, pour le coup, Sébastien, c'est vraiment deux choses séparées. Le comportement du train arrière à l'accélération, il est vraiment indépendant. C'est-à-dire que c'est vrai que à chaque fois qu'on va changer quelque chose sur le train avant, ça peut avoir une incidence sur le train arrière. Par contre, si tu es braqué en sortie de virage, tu accélères et le train arrière a tendance à glisser fortement, j'aurais plutôt tendance à travailler sur le train arrière pour lui donner de la stabilité d'abord, avant de vraiment détruire le train avant ou lui enlever de l'efficacité. Pour moi, la rapidité intrinsèque de la voiture, elle va vraiment être liée à la vitesse de passage en courbe. Donc si on enlève du train avant, encore une fois, on va enlever de la vitesse de passage en courbe et du coup, naturellement, les temps autour seront plus lents. Après, si le réglage de base dans l'ensemble de la voiture est très nerveux avec beaucoup de directivité, c'est vrai qu'il faut le calmer pour faire en sorte que le train arrière soit stable. Mais globalement, les coups de raquette, moi personnellement, ce que j'appelle le coup de raquette, c'est en fait le châssis qui a tendance à vraiment rebondir à l'arrière. Et là, pour le coup, c'est plutôt un problème d'amortissement plutôt qu'un réglage de chasse d'Ackerman ou de Kingpin. Vincent nous demande, avec de la chasse, les roues ont tendance à revenir naturellement au neutre. Non. La chasse n'aura pas cette incidence-là, puisque dans tous les cas, l'angle de chasse est vraiment dans l'alignement de la voiture. Donc la chasse ne va pas faire en sorte que la voiture revienne au neutre. C'est plutôt l'ouverture qui va faire en sorte que la voiture a tendance à revenir plus naturellement au neutre. Mais la chasse n'aura pas cette incidence-là. L'ouverture, je pense que ouverture et pincement, je ne sais pas si c'est un tuto que j'ai déjà fait, je crois pas. Ça, je le ferai sur un tuto vraiment à part, ouverture, pincement. Mais globalement, moi, je mets 2 degrés d'ouverture sur le train avant, de chaque côté, en fait, de chaque roue. Alors, je le fais plutôt visuellement. Ça revient à tirer une ligne droite et puis faire à peu près 2 mm. Philippe nous demande si on met des rondelles au niveau de la biellette de direction, ça change quoi sous la traverse ou sur les étriers? Alors, oui, c'est vrai que quand j'ai parlé d'Ackerman, j'ai parlé vraiment de la traverse centrale. Vous avez aussi pas mal de voitures maintenant, et je pense principalement au TT110 des fois. Vous avez la possibilité de changer vraiment le bras au niveau de la fusée. Voilà. En fait, vous avez la possibilité de changer ce bras-là. Alors effectivement, ce qu'on va jouer, c'est l'angle, hein. Donc globalement, on comprend bien que si on recule la biellette de ce côté-là au niveau de la voiture, c'est comme si on avançait de ce côté-ci. Alors, c'est pas aussi facile parce que je sais que par exemple chez Losi, vous avez la possibilité de changer le bras Ackerman avec différentes valeurs, mais ce point-là, il est jamais vraiment je le rentre ou je le recule ou je l'avance. C'est toujours un point qui est plutôt tournant, mais globalement, c'est exactement la même chose. Si vous reculez à l'intérieur de la voiture, ça a la même incidence que si vous avancez côté roue, hein. C'est vraiment, on change l'angle de la biellette par rapport au triangle, et du coup ça c'est une chose. Pour répondre à ta question Philippe, évidemment, alors ça c'est ce qu'on appelle le bump steer. Alors je ne l'ai pas mis dans les termes techniques du jour, effectivement, je voulais vous en parler aussi. Le bump steer, en fait, ça va être les rondelles qu'on va positionner sous la platine Ackerman pour changer l'angle de la biellette par rapport à l'horizontale du châssis, ou côté fusée, donc de ce côté-ci, en fait. Et donc ça va changer la prise d'ouverture ou la prise de pince à l'enfoncement. Là, pour le coup, ça n'a pas de variation sur la Ackerman, ça n'a pas de variation sur l'angle de directivité, ni la chasse. Le fait de jouer sur ces rondelles-là, au niveau, donc, comme je le dis encore une fois, du bump steer, ça va changer la prise de pincement ou d'ouverture à l'enfoncement. Donc vous avez souvent des voitures qui sont des fois pas forcément bien dessinées, où en fait, vous voyez la voiture, elle a sur le banc de démarrage un angle extrême d'ouverture,
Et en fait, vous la posez sur la table, paf, les roues, elles se remettent droites. En fait, ce problème-là, il est lié à l'angle des biellettes vis-à-vis de l'horizontale du châssis, comme je l'ai dit. Et en fait, vous allez pouvoir gérer ce phénomène-là avec des rondelles soit sous la fusée ici, soit côté traverse Ackermann. Alors encore une fois, ces choses-là sont vraiment dépendantes à chaque voiture, parce que chaque voiture a évidemment une hauteur du bras de fusée, une hauteur de la traverse Ackermann, et pour le coup, je ne peux pas vraiment vous donner une façon de travailler de ce côté-là. Ce que j'ai tendance à dire, moi, c'est-à-dire qu'en augmentant l'angle du bum steer, donc c'est-à-dire qu'en mettant des rondelles sous la traverse Ackermann, vous avez tendance à enlever de la pince à l'enfoncement, donc plutôt donner de l'ouverture à l'enfoncement. Et donc exactement la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous enlevez des rondelles ici, vous enlevez de l'ouverture à l'enfoncement. Si vous en rajoutez, vous rajoutez de l'ouverture à l'enfoncement. Alors évidemment, qui dit ouverture dit angle de braquage, parce que on comprend bien que si je suis braqué à fond, de ce côté-là, toujours embuté, de ce côté-là, cette roue-là va avoir son angle qui va varier en fonction de ma position des biellettes ici, ici et de l'Ackermann. Donc si vous avez changé la valeur du bum steer ici en rajoutant des rondelles par exemple, vous allez avoir plus d'ouverture à l'enfoncement. Donc qui dit ouverture, cette roue-là sera toujours embutée, la roue extérieure aura moins d'angle. Donc typiquement, si on rajoute une rondelle ici sous la plaque Ackermann, on diminue l'angle de la roue extérieure et donc on enlève de la directivité à la voiture. Ça a techniquement le même effet que reculer la biellette sur la traverse Ackermann. Alors, j'espère que je me suis bien fait comprendre sur ce truc-là du bum steer, mais techniquement, le bum steer, c'est changer la hauteur de la biellette par rapport à la voiture, par rapport au châssis, et donc changer la prise d'ouverture à l'enfoncement ou la prise de pince à l'enfoncement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être certaines voitures où justement quand vous êtes sur le banc de démarrage en débattement maximal, vous avez les roues qui sont comme ça, vous la posez par terre, paf, les roues elles reviennent droites, et ben vous pouvez naturellement diminuer ce phénomène-là en rajoutant des rondelles sous la traverse Ackermann. Donc vous aurez plus de prise d'ouverture à l'enfoncement, donc vous allez limiter cette prise de pince qui se fait naturellement quand vous la posez par terre. Alors Stéphane, super, bah écoute, si mes commentaires sont suffisamment clairs, c'est génial, parce que moi-même je me comprends pas. Non, c'est vrai que c'est des termes vraiment techniques et c'est des choses qui peuvent vraiment rentrer en ligne de compte dans votre setup ou dans les choses que vous allez faire prochainement. Donc j'essaye de faire en sorte que ce soit vraiment vulgarisé et qu'on puisse comprendre assez facilement. Lucas nous demande, avec plus de carrossage à l'arrivée, on calme le train arrière. Je pense que tu voulais dire plus de carrossage à l'arrière. Alors carrossage, j'ai fait un autre tuto là-dessus. Je t'invite à du coup souscrire à notre chaîne YouTube et aller voir notre tuto. Mais techniquement, mettre du carrossage sur le train arrière, ça ne donne pas forcément du grip. Rapidement, l'angle de carrossage, c'est l'angle de la roue par rapport à une verticale. On comprend bien que on aura quasiment le grip maximal, donc l'adhérence maximale, quand le pneu touche à 100% par terre. Si vous donnez du carrossage, ben, vous allez enlever de l'angle, enfin vous allez rajouter de l'angle à la roue évidemment, mais vous allez enlever de la surface de contact du pneu vis-à-vis du sol, et pour le coup, vous allez plutôt enlever de l'adhérence. Donc en général, on a tendance à mettre du carrossage sur les pistes qui ont énormément d'accroches ou des trous aussi pour ne pas accrocher dans les trous. Donc j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Plus de carrossage dit on donne de la glisse au train arrière. Moins de carrossage, plus d'accroche du train arrière. Fortou Jérém, le pincement, comme je disais, on va vraiment faire un tuto là-dessus. Donc pour le coup, ça dépend sur quelles conditions on roule. Si on est sur terre, le but c'est d'avoir le maximum de stabilité. J'aurais tendance à mettre un maximum de pince, donc plutôt 4 degrés. Si on est sur moquette ou astro, le minimum, ça dépend des voitures. On peut être à 0,5 sur certaines voitures ou à 2. Donc sur un 1/10, ça dépend vraiment de la voiture à ce moment-là.
Alors, j'ai un message de David Jefferson. Je suis désolé. Je pense que c'est un spam. Vincent qui fait la corrélation avec le vélo. Ouais. La chasse fait en sorte que le guidon revienne droite. Ouais, il y a un effet gyroscopique de la roue sûrement qui fait que le guidon revient droit. Alors, c'est sûrement vrai. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cerveau est vraiment lié à la direction et le cerveau est lié au volant qui est dans ta main. Donc pour le coup, si tu lâches le volant quand tu accélères, bah, peut-être que la voiture elle va revenir naturellement au neutre avec plus de chasse. Mais techniquement, moi je lâche pas le volant quand je pilote. Donc globalement, quand j'accélère, je joue vraiment sur la directivité pour emmener la voiture là où je veux. Donc oui, peut-être que intrinsèquement, la chasse a cet effet-là de ramener la voiture au neutre, mais pour le coup, on le sent pas, puisque naturellement, on a toujours le volant en main et on a juste la trajectoire de la voiture, et c'est particulièrement vrai en TT. Vous avez toujours un trou, un caillou, le train arrière qui va glisser un petit peu dans la poussière, ou tout ça. Donc, pour le coup, bah, tu as sûrement raison, Vincent. On revient au neutre avec plus de chasse. Voilà, j'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Autre question. Super. Hi CJ. We are only in French tonight. I'm sorry, but we have many tutorials in English, and I know French guys need some help, so we're doing it in French. Fred, bienvenue. Si tu viens de nous rejoindre, oui, la Kerman, on est déjà passé dessus. Encore une fois, si vous venez de nous joindre à l'instant, il est 18h50. On a déjà attaqué depuis 18h, les mecs. Ou les filles évidemment. Cette vidéo sera en ligne sur notre chaîne YouTube, en ligne sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à la re-regarder, la re-regarder parce que j'étais pas clair et que c'était pas top. Donc surtout n'hésitez pas à commenter encore une fois si jamais vous avez des questions. Et je reviens sur tous vos commentaires. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Alors, je m'attendais à un truc énorme, un parpaing, en me disant je vais pas parler du bum steer ce soir parce que la chasse, la Kerman, le Kingpin, ça fait déjà beaucoup pour avoir mal à la tête. Et en fait, on a quand même vu ensemble le bump steer aussi. Et on a vu quand même pas mal de sujets ce soir sur les angles du train avant. Donc, prochain tuto sûrement sur ouverture, pince. Donc vraiment encore sur les angles de la voiture. On a encore aussi énormément de sujets à couvrir, il est vrai. Je voudrais faire un nitro, réglage variateur en électrique. Voilà. Et surtout aussi, n'hésitez pas si vous avez des sujets qui vous intéressent, où je dis mais ça j'ai pas trouvé, je sais pas comment faire. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message, évidemment on le rajoutera dans la liste. Merci encore à tous d'être aussi nombreux. Si vous avez des questions, on est encore là pour un petit moment, donc n'hésitez pas à les poser. Le sujet du jour, c'était la chasse, du coup le bum steer qu'on a rajouté, le Kingpin et la Kerman. Si c'était pas clair, si vous voulez revenir sur quelque chose, surtout n'hésitez pas. Et puis sinon, eh ben, on se dira évidemment à la prochaine fois. Ouais, c'est bien parce que pour le coup, ça évite de faire un tuto d'1h30 où en fait on se dit... Là, ça fait déjà 1 heure qu'on y est. Moi, j'ai envie de vraiment savoir ce qu'il dit sur la Kerman et on est encore à la chasse. Donc voilà, j'ai essayé de vulgariser un petit peu, mais globalement, c'est ce qui se ressent en piste. Donc ça sert à rien d'essayer de s'acharner sur la théorie et que ce que fait ci et que ce que fait ça. Dans tous les cas, voilà, c'est vraiment les grandes lignes. Et dans tous les cas, je pense que si vous essayez sur votre buggy, que ce soit la chasse, la Kerman ou le Kingpin, vous essayez, vous verrez que c'est ce qu'il en ressort en général. Donc pour le coup, vous ne serez pas perdu. Nico, bienvenue. Et oui, mais c'est trop tard. Évidemment, la vidéo sera en ligne plus tard. Tu me dis la chasse négative, qu'est-ce qui se passerait? Alors, ça m'est déjà arrivé, par erreur, évidemment, sur d'autres voitures. J'avais monté les étriers à l'envers. Donc aujourd'hui, l'étrier est plutôt fait naturellement pour donner 17 de chasse, ou 15 ou 20. D'avoir monté les étriers à l'envers sur une voiture, du coup, ça m'a complètement enlevé la chasse. En fait, ça continue à aller dans la même direction. C'est-à-dire que plus on enlève de la chasse, plus on donne de la nervosité, de l'agressivité à la voiture, mais plus on enlève aussi un peu cette directivité à haute vitesse. Donc en fait, ça continue à aller dans cette direction-là. Donc chasse négative, voiture ultra agressive, mais au milieu du virage et en sortie de virage, quand on recommence à pointer les gaz, il ne se passe absolument rien. La voiture, elle a tendance à vraiment sous-virer et à tirer vers l'extérieur. Alors qu'avec naturellement un petit peu de chasse, vous comprenez bien que la chasse fait en sorte que le pneu, ça lui donne quand même un petit peu du mordant côté intérieur. Si vous avez vraiment de la chasse négative, le pneu il est vraiment quasiment à plat. Et puis à plat, il glisse. Donc vraiment chasse négative,
pas trop d'intérêt. Encore une fois, tout comme avoir un degré de chasse à 25 degrés, c'est pareil. En fait, après, la roue, elle va quasiment se coucher sur la voiture quand vous allez braquer. Et puis, globalement, vous n'aurez pas d'adhérence, vous n'avez pas de directivité. Alors, dans certaines conditions, c'est peut-être ce que vous recherchez. Mais après, ça fait vraiment des variations d'angle qui sont très bizarres. Et pour le coup, je ne vous le conseille pas forcément. Vous voyez, je fais même des bêtises pour vous donner des réponses. C'est dingue. Vario, ouais, les radios Salwa en tuto, ouais, bien sûr. En fait, il faut que j'arrive à trouver des loulous qui ont des radios, par exemple MT44, des choses comme ça, pour vous faire un tuto, évidemment. Ou sinon, j'ouvre une radio du stock, mais c'est dommage, j'ai pas envie de mettre mes mains sales sur une super radio qui va arriver chez nos clients RSRC. Mais en tout cas, bienvenue à tous si vous venez seulement de nous rejoindre. En tout cas, pour nous, c'est bientôt terminé. Si vous avez des questions encore, n'hésitez pas. Allez, 2 minutes. On reste encore 2 minutes ensemble. Et puis, on répond à toutes vos questions. J'essaierai d'être encore présent la semaine prochaine avec vous pour un nouveau tuto. Énormément de travail en ce moment. Beaucoup de choses à tester. Comme je vous l'ai dit, MP10E qui arrive très prochainement en précommande chez RSRC et sur tous les shops en France et à l'étranger évidemment. Donc n'hésitez pas. On a aussi nos masques. Je sors actuellement dans la rue. Le Covid est toujours là. Faites gaffe. Faites gaffe. On a sorti nos masques RSRC. Lavables plus de 60 fois. Ils sont top. Ils sont hyper agréables à porter pour toute la journée en piste. Moi le premier, sincèrement, quand je vais passer une journée à la piste, je suis le premier à être saoulé par le port du masque, mais franchement, il faut le faire. Si on veut pas être déconfiné, enfin, on veut pas être reconfiné en septembre-octobre, tout le monde l'annonce, tout le monde le dit, machin. J'aimerais vraiment pas le voir. Il y a des superbes courses qui vont arriver là en septembre-octobre, et je pense que vous, comme moi, vous n'avez pas envie de rester cloué à la maison. Donc, un petit masque RSRC ou n'importe quel autre. Hein. Si vous voulez avoir le style, évidemment, choisissez le masque RSRC. Si vous voulez avoir un masque tout pourri, prenez-en un autre. Mais au moins, protégez-vous, protégez les autres. C'est pas quand on aura une personne de notre entourage qui sera à l'hôpital ou qui sera en réa qu'il faudra se dire ah bah ouais finalement j'aurais peut-être dû mettre le masque parce que je lui ai refilé, moi si je suis passé outre, mais ma grand-mère elle va peut-être décéder de ça. Pour le coup non, soyez cool. Ça c'était la minute chiante, c'est la minute Renaud Savoya fait sa minute faites attention. Vincent nous demande donc l'angle de chasse n'a pas d'influence en ligne droite. Non, Vincent, non. Enfin, encore une fois, tu as toujours un petit peu d'ouverture. Donc, qui dit ouverture dit la chasse a une petite influence, mais globalement, la chasse, elle a plutôt l'influence dès qu'on va toucher le volant, on va influencer sur l'angle des roues. Donc, en ligne droite, pas d'influence la chasse sur le comportement de la voiture. Évidemment, il en aura un petit peu, étant donné que plus on met de la chasse, plus la voiture sera molle, entre guillemets, plus fainéante à la direction. Donc si tu es en ligne droite et que tu vas avoir tendance à vouloir corriger la trajectoire, faire en sorte que ta voiture elle aille droit, si tu as de la chasse, naturellement la voiture sera plus douce, donc ton train arrière sera plus stable. Donc oui, il y aura une influence en ligne droite parce que tu auras ce couple train avant, train arrière qui fonctionne ensemble. Mais techniquement, si on prend que le train avant, la chasse elle-même n'a pas d'influence sur la ligne droite. Tuto M17, ouais Francky, pas de souci, on fera ça. Il faut que j'arrive à la dompter, à la maîtriser. Dès que je suis au top avec la M17, je vous donnerai mon ressenti et un tuto là-dessus. Évidemment, ce que j'aime bien, c'est vous faire partager mon expérience. Alors, je dirais rien sur toutes les personnes qui font des tutos, et ça fait 6 mois qui font de la RC et qui font des tutos. Il y a des choses bien et des choses qui sont vraiment imbitables. J'ai 30 ans d'expérience dans la RC, quasi 30 ans de compétition, donc j'ai pas la science infuse, encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout, mais au moins quand je fais un tuto, j'essaie de vous donner des indications sur ce que j'ai essayé au moins par mon expérience et que je sais. Donc voilà, évidemment, on essaiera de vous donner d'autres infos, et évidemment sur les radios et toutes ces choses-là, j'attends d'être vraiment calé là-dessus pour vous donner plus d'infos avec grand plaisir. Nico, le tuto sera en live dès que c'est terminé. La vidéo sera en ligne et elle sera sûrement dès demain sur notre chaîne YouTube. Ah ouais, vous en êtes encore sur les masques, ok. Je confirme, le masque sur le podium, c'est chaud, Jean-Marc. Et ben franchement,
Je veux pas dire du mal des autres, mais le masque RSRC, franchement, avec la ficelle ronde, le petit goupillon qui permet de régler le masque avec la forme du visage, sincèrement, on a fait beaucoup d'essais. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. On a eu plusieurs versions de masques différentes avant de choisir le bon, qui soit esthétiquement joli et qui soit agréable à porter. Donc vraiment, si on vient avec ça aujourd'hui, c'est parce que pour moi, ça fait la différence et ça vous permet de garder ce masque-là au moins plusieurs heures à la piste et justement profiter de notre passion tous ensemble. Je sais que personnellement, je vais à la kermesse à l'Arena 346 ce week-end, à course 1/10. On sera plus d'une quarantaine de pilotes. Ben voilà, potentiellement 40 personnes que je peux contaminer si je l'ai. Du coup, il faut faire l'effort. Voilà, encore quelques mois, je pense, pour qu'on puisse être sauvé et soulagé de ce truc-là qui nous bloque la vie encore actuellement. Là, je pense qu'il y a trop de laisser aller. Il faut vraiment faire attention. Impression de tes derniers roulages, Vincent? Eh ben, super. Non, je suis super content. C'est vrai que dernièrement, j'ai pu rerouler pas mal depuis qu'on est déconfiné. Je roule encore demain. Je serai à Charmes-sur-Rhône demain après-midi si jamais vous voulez venir me faire un coucou. Pas mal de tests encore avec les nouveaux supports haut pour le Kyosho, les nouveaux différentiels, un petit peu de nouveauté aussi chez Pico qui va arriver prochainement. On a le nouvel échappement 2166 et prochainement un nouveau carburateur qui va arriver. Donc non, vraiment encore pas mal de nouveautés qui arrivent. Je me régale à aller en piste. C'est vrai que, comme j'ai dit, on était confinés pendant 2 mois. Personnellement, ça m'arrive jamais, et je crois qu'en 30 ans de RC, quasiment, ça m'est jamais arrivé de faire une pause de 2 mois. Donc, je suis super excité à l'idée de retourner en piste. À chaque fois que j'y vais, c'est vraiment un plaisir fou. J'adore faire ce que je fais, j'adore faire de la RC, et j'espère que vous aussi. Jérôme, peut-être dernière question, mais pourquoi le MP9 à réglage de boîte tient beaucoup mieux du train arrière que la plupart des châssis de boîte? Ouais, c'est une super question. C'est une super question. Sincèrement, je pense. Alors aujourd'hui, je suis Kyosho. Je pense sincèrement que j'ai eu ce discours-là à peu près toujours, même si j'étais pas chez Kyosho. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de voitures qui sont capables d'avoir cette facilité. Vous prenez la boîte, vous montez la boîte. Il n'y a déjà pas d'ajustement à faire. Les triangles sont libres, les cadrans sont libres, les différentiels sont libres. Vous montez le kit avec le réglage de base, vous allez en piste. Ça roule, c'est top. Je pense sincèrement que c'est dû au fait que ces sociétés de base japonaises ont des années d'expérience. Du coup, je vais parler pour Kyosho parce que moi, je roulais Kyosho à l'époque, il y a 20 ans, avec un MP7. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je reprends avec un MP10, mais typiquement, on regarde la voiture, il y a pas eu, on n'a pas l'impression qu'il y a eu une évolution fulgurante. En fait, aujourd'hui, je pense que les voitures n'ont pas forcément besoin d'avoir une révolution. C'est juste des petites évolutions, mais qui ont permis d'avoir ce qu'on a aujourd'hui, mais qui sont une super base. Alors que les autres ont plutôt tendance à copier, à faire en sorte qu'on essaye de faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui, mais sans forcément avoir nos propres idées. Et Kyosho, tout comme peut-être Mugen, aujourd'hui, ont en fait le potentiel de ces entreprises japonaises avec leur façon de travailler, leur façon de voir les choses, qui font que en fait, ils ont des petites évolutions à chaque fois, mais ils gardent toujours ce corps-là vraiment de base et qui fait que la voiture aujourd'hui, c'est vraiment un modèle abouti. Et aujourd'hui, ça se ressent. Sincèrement, aujourd'hui, moi-même, le premier, quand je suis allé rouler avec mon Kyosho la première fois en piste, j'ai fait un plein. J'étais là, bon, bah ok, super, génial, je m'éclate. Qu'est-ce que maintenant je peux faire pour aller encore plus vite? J'ai déjà l'impression de connaître la voiture depuis 6 mois. Voilà. Et de ce que je ressens de par les pilotes RSRC, de tous ceux qui me suivent, bah clairement, on a tous eu le même ressenti en disant, bah voilà, super, ça marche, c'est génial. Et voilà, après, si jamais vous avez des voitures où vous avez besoin de changer tous les réglages d'une piste à l'autre, bah, c'est peut-être que l'équilibre n'est pas super bon. Je sais que par le passé, j'ai déjà eu des voitures comme ça où en fait, vous êtes sur une piste, ça marche super bien, puis vous arrivez sur une autre, et puis le réglage qui marchait la semaine dernière, il marche plus du tout cette fois-ci, ou même sur une même piste. Une même piste, il y a un coup de vent, il y a énormément de grippe, alors que la semaine dernière, il y avait de la poussière et c'était glissant. Vous arrivez avec le même setup, la voiture, c'est une poubelle. Et effectivement, avec des voitures comme le Kyosho aujourd'hui, on n'a pas cette différence-là. Sûrement dû à l'équilibre propre de la voiture, à l'évolution
au travail. Au travail, je pense énormément des designers, de la mise au point, etc., etc. Ouais, Laurent, je suis chaud pour ce week-end. Alors, mon RB7, il est prêt. Moi, je suis pas sûr d'être aussi prêt. Franchement, j'ai vraiment été impressionné par le RB7. Je pense que le RB7 et le Kyosho en 1/10 n'est pas la voiture la plus répandue. Mais je l'ai posé avec un setup de base et je me suis régalé d'entrée de jeu. Fenouillet était une super piste encore. Merci à Farid, merci à toute l'équipe de Fenouillet. J'étais présent donc chez eux samedi et ça m'a permis de vraiment dégrossir un petit peu le setup. Et puis on va y aller ce week-end à la kermesse dans un esprit vraiment convivial, s'éclater, la RC comme je l'aime, c'est-à-dire plaisir, partage. Et puis après, si on peut faire un résultat, ça sera bonus. On roule quand, Kevin? Quand vous ouvrez la piste la semaine. Moi, le week-end, j'ai des courses. Et oui, Jocelyn, David, j'ai vu quelle voiture roulait Ricardo ce week-end. No comment. Voilà, si vous n'avez pas plus de questions, évidemment, je serai encore dispo en commentaire si vous en avez. La vidéo, comme j'ai dit plusieurs fois, sera en ligne sur la page RSRC, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, il y a des vidéos exclusives par là-bas sur notre chaîne YouTube. Et puis on se donne rendez-vous on se donne rendez-vous prochainement pour un nouveau tuto. Merci à tous de m'avoir suivi encore ce soir et à la prochaine.